Les années 1970 au Gabon ouvrent une ère de prospérité. Albert Bernard Bongo, l'homme de ce renouveau, se lance dans des travaux d'envergure qui donnent au pays des panthères un visage faste et prospère. Une politique soutenue par le pétrole qui à l'époque coule à flot, ressource nouvellement découverte. D'ailleurs, le Gabon, sous les bons soins de son leader, va retrouver son nom sur la liste sélecte des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. La transformation est immédiate et visible par tous. Des puits de pétrole sortent tour à tour des infrastructures, d'abord les routes, ensuite des centrales électriques et des projets innovants et structurants. C'est notamment la luxuriante cité du 12 mars et le palais présidentiel 5 étoiles. Au civil, il épouse Marie-Joséphine Kama, puis en seconde noces, Edith Sassou Nguesso. La difficulté que j'ai parfois, c'est que il y a un savoir un peu gros par rapport au temps étriqué. Alors je renvoie les gens à des publications spécifiques qui ont beaucoup parlé de ça et que je résume. Alors l'un des livres fantastiques pour comprendre qui est Bongo, c'est le livre de Pierre Péan, c'est un journaliste français, avec pour titre Les affaires africaines, où il présente le système, j'utilise bien le système Bongo, comme l'instrument le plus efficace du fonctionnement de la France-Afrique, en Afrique. Bongo succède à Luamba. Il y a tout un documentaire, et plusieurs même, qui ont montré comment Luamba arrive au pouvoir. Les Luamba ont assisté et participé au discours du Rassemblement démocratique africain, mais c'est le discours qui ne plaisait pas trop à la France. La France appelait le RDA la pieuvre, c'est-à-dire que c'est un démon. C'est même parce que l'UPC était la section locale du RDA que l'évêque Lucien Febvre vient dire que c'est une organisation de Satan. Et que si l'UPC est une organisation de Satan, c'est parce que né d'une autre organisation de Satan qu'est le RDA. Par rapport à cette image, on a vite fait d'organiser le renversement de Luamba, qui n'était plus celui qui peut servir cette France-là. À sa place, Bernard Bongo, Albert Bernard Bongo. On l'a fabriqué. Lorsque Luamba est malade, on transporte Luamba à Paris. C'est sur son lit de malade qu'il signe la nouvelle constitution rédigée en France.
Et dans cette constitution, il y a le dispositif pour remplacer le président. Premièrement, ils seront candidats à l'élection présidentielle colistier. Deuxièmement, le vice-président devient automatiquement président en cas de décès d'eux. Après la signature, Omar Bongo est nommé vice-président pour accomplir ça. L'élection est annoncée et les deux sont colistiers. Alors donc toute la charpente est là. En fait, il s'agissait de mettre Bongo président. Je fais une bifurcation pour dire Bongo père formera Bongo fils dans le même schéma, c'est-à-dire le positionner dans les ministères stratégiques comme ministre parce qu'on le prépare pour le pouvoir. On l'avait fait sur Bongo, c'est-à-dire qu'il avait dirigé des ministères, question d'avoir les rouages de l'affaire. Et dans ce contexte, que Luamba va mourir et que Albert Bongo accède à la présidence. Dans un Gabon, le lieu de naissance de Bongo est dans le territoire congolais à sa naissance. À sa naissance, Bongo est congolais. C'est-à-dire que si on prend son acte, on va dire né à tel endroit, mais cet endroit-là est au Congo. Dans le nouveau découpage territorial voulu par la France, la même partie est reliée au Gabon. Pour faire du Gabon le territoire de 275 000 km² de maintenant. Donc Bongo est congolais à la naissance et gabonais à l'arrivée. Ce qui était déjà une supercherie coloniale. Voilà. Ce bongodon est fabriqué dans les moules de la France. Le détail à la virgule est contenu dans le livre Les affaires africaines de Pierre Péan, qui a mené une enquête profonde pour le démontrer. Le livre est tellement cru que Bongo a demandé à François Mitterrand d'interdire la publication de ce livre. Et Mitterrand a répondu que la pensée circule librement en France. Ça fait partie des patrimoines sacrés. On ne doit pas empêcher. Mais il lui dit, chez vous en Afrique, avec la dictature, c'est possible. Mais moi, je ne peux pas prendre des actes pour interdire la circulation du savoir. Le livre va paraître. Une caricature du journal Le Monde diplomatique montre la barrière entre le Gabon et la France. Et la barrière, c'est le livre de Pierre Péan sur lequel on a écrit Les affaires africaines. Dans les affaires africaines, on montre le pillage du Gabon par la France. Liste et produit à l'appui. On montre les turpitudes de Albert Bongo, qui est parti jusqu'à Washington se fracasser le poignet parce que l'information lui est parvenue que quelqu'un lui a arraché sa femme et se retrouvait dans cet hôtel-là. C'est-à-dire la femme de Bongo, qui est en visite officielle dans ce pays. Il a même perturbé l'ordre protocolaire des cérémonies parce qu'il cherchait maintenant plutôt sa femme. Tout cela est décrit dans les affaires africaines. Dans les affaires africaines, l'auteur montre comment les États-Unis entrent officiellement dans le pétrole gabonais par le truchement de Rockefeller. Ce maniaque du pétrole. Rockefeller a été tellement riche par le pétrole que quand quelqu'un était aussi riche, on l'appelait Monsieur Rockefeller, pour dire qu'il a de l'argent. Et pour entrer dans la famille Bongo et entrer dans le pétrole gabonais, on va encourager Bongo à faire un voyage aux États-Unis. On prend Joséphine, qui était la femme de Bongo à ce moment-là. On prend le nom des enfants, leur âge, leur niveau d'études, tout ça. Rockefeller va bûcher sa part pour moi. Et la visite à Rockefeller est une visite privée. C'est-à-dire que ce n'est même pas officiel, hein, mais c'est bien huilé là. Non, mais bon, tu peux, demain, dans la détente, on rend visite à Rockefeller. Pourtant, de l'autre côté, c'est bien huilé pour
fabriquer une porte d'entrée des États-Unis dans le pétrole gabonais. Et donc lorsque Bongo arrive là-bas, c'est Roffeler qui l'accueille en personne. Dans les questions d'usage, c'est la formule africaine qui est utilisée. Ah, mais bienvenue, tu es ici en famille. Voilà, en famille. Alors comment se porte maman? Comment se porte maman Joséphine? Ah oui, comment se porte Jackie? Non, Jackie ici c'est à titre d'illustration, on peut dire le nom de tel ou tel enfant. Mais ça crée un degré d'affection et de sentiment instantané. Et Roffeler connaît déjà la famille, mais il est donc un membre de la famille. Et puis ça glisse un peu. Bon, on aurait pu parler du pétrole, mais bon, mettons ça prochainement. La visite se limite à cette chaleur familiale. Et c'est Bongo qui dit non, mais on peut en parler. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de parler. Le pétrole est là. Le pétrole est là, à la disposition de M. Roffeler. Vous voyez comment on utilise l'affection pour créer la diplomatie. C'est décrit dans le livre Les affaires africaines. Les affaires africaines décrivent également la marche vers le pouvoir de ceux qui veulent accéder au pouvoir. Avec les gré-grés, les loges maçonniques et tout ça. Et puis il y a une partie dedans qui parle de ce que vous, quand vous avez fini certains rites, il reste maintenant à laver les pieds de Bongo, boire l'eau de ses pieds et qui vous met donc à la suggestion totale. Si vous avez déjà bu l'eau issue lavage de pieds du président de la République, vous avez encore quoi à demander? Il y a quoi? La suggestion totale. Donc on montre tout ça. Et c'est tout ça donc qui a fait de Bongo, jeune président à l'époque, 37 ans, il a été décrété un moment le plus jeune président africain. Donc c'est tout ça là qui fait cet objet et fabrique le Gabon qu'on connaît. Le Gabon qu'on connaît. Et puis la bifurcation de l'histoire dit que c'est parce que c'était tout ça que la France a béni encore pour que ce soit Bongo fils qui succède à Bongo père, pour que cela ne donne pas le tourner dans l'esprit pour continuer à faire ce qu'on faisait avant. Donc voilà Bongo, qui sera même utilisé sur le plan international pour poser certaines questions, qui sera utilisé dans la guerre de Biafra. C'est par là qu'on acheminait les armes pour Oujougou, parce que l'idéal de la France était de casser le Nigeria. Voilà, donc on a trouvé ce couloir, Côte d'Ivoire et tout, pour alimenter les forces de la sécession, parce que c'était bien ce que pensait la France. C'était bien que le géant du pétrole ne devait pas couvrir cette superficie. Oujougou devait contrôler presque 3 puits de pétrole situés à l'est du Nigeria et donc à l'ouest du Cameroun, et que la France pensait comme ça rallier aux puits pétroliers de la zone anglophone dont nous parlons aujourd'hui et avoir donc une zone protégée où coule le pétrole. Voilà. Et donc c'était ce couloir-là. Malheureusement, ça a donné ce que ça a donné. Entre-temps, malgré toutes ces richesses, parce que le Gabon a été décrété un temps premier producteur de manganèse d'Afrique, en rivalité avec le Maroc, premier producteur de contreplaqué, premier producteur du bois, des meilleures essences. Des meilleures essences. La place est discutée même avec le Cameroun. Il semble que les dernières informations, c'est le Cameroun, la forêt camerounaise qui a ses meilleurs parce qu'on a pillé ce qui est au Gabon. Le Gabon avait la plus grande usine de contreplaqué. Voilà, donc tout ça sous les Bongo. La France, le Gabon dégageait des milliards d'argent. On était toujours étonné qu'à chaque campagne présidentielle, Bongo fasse la campagne en disant pour le prochain mandat, nous allons encore bitumer 200 km de route. Parce qu'on a dit, mais
si pendant tout ce séjour, tu bitumais même 1 kilomètre, tu aurais bitumé tout le Gabon, c'est-à-dire les routes seraient finies et on aurait même bitumé les maisons et autres. Et donc, c'est des pays sur lesquels on ne devait pas entendre le mot pauvreté. Parce que la population du Gabon, à un moment, était de 2 millions, hein, pas plus là. Avec ces énormes... Oui. Et donc, pour dire que la richesse, en termes clairs, était plus abondante que les consommateurs de ces richesses-là. Pourquoi on peut encore parler de Gabon pauvre? Parce que le pillage a été systématique. On a mis au pouvoir les relais coloniaux, les loges maçonniques. Le père Bongo a été président des loges, tout comme on a vu l'intronisation d'Ali Bongo, n'est-ce pas, au Gabon même. Tous les pratiquants de ça sont donnés rendez-vous là-bas. On a vu comment l'installation a eu lieu pour que la continuité soit assurée. Le très respectable frère Charles William Stanley Pierre, grand maître de la Grande Loge du Ghana. Il n'y a pas que le pays qui se transforme à l'époque. Le président lui aussi suit sa voie. Il sent l'appel de l'islam et s'y convertit, devenant alors El Hadj Omar Bongo. Plus tard, il y ajoutera le patronyme de son paternel, Ondimba. Voilà un peu ce Bongo qui, quand même, ironie de l'histoire, est en difficulté malgré tout ça et veut de l'argent libyen, de la Banque arabe de développement. Quand on dit libyen, c'est parce que c'est la Libye qui avait le quota le plus élevé, 12% des dépôts, et était donc le signataire automatique en cas de prêt. Et il va donc solliciter l'aide de Kadhafi. Et comme Kadhafi, lui, maintenant, profiter de ça pour vendre l'islam, c'est Aïdjo qui sera en mission pour ça, c'est-à-dire conseiller à Bongo de se convertir à l'islam pour bénéficier de tous les avantages liés à cette banque-là qui est islamique. C'est dans ce processus que Bongo donc devient Omar Bongo en souvenir d'un certain Omar Tall qui est un résistant musulman hostile à l'ordre colonial impérialiste et qui a dominé toute la vie politique en son temps de l'Afrique occidentale. Omar, c'est donc le nom qui inspire Bongo. Et il se fait donc appeler El Hadj parce qu'il va faire le voyage de la Mecque pour officialiser sa conversion et porter donc le titre de El Hadj Omar Bongo en remplacement de Albert Bernard Bongo. Alors donc c'est ce Bongo-là qui malheureusement meurt quand même dans des conditions assez troubles. Donc il est mort comme sa propre histoire. On a appris un matin comme ça qu'il est mort et certains disaient même qu'il est mort depuis. Il est mort, il était le beau-frère de l'actuel président Denis Sassou Nguesso. Et j'ai dit aux gens qu'il était doublement ça, mais il était également originaire même du Congo, tel que je l'ai vu au départ, et que sa fille
en allant épouser Sassou Nguesso, n'allait pas à l'étranger, il rentrait sur la terre de ses ancêtres. Il a divorcé de Joséphine parce que l'infidélité entre guillemets de Joséphine était telle qu'elle n'a pas géré le mariage à sa convenance. Et tout cela a contribué à perturber vers le soir de sa vie un homme qui a vécu dans la sérénité même du pillage. Parce que c'est eux qui avaient le patrimoine, c'est sa famille qui était riche, avec ceux qui gravitaient autour. Et pour plusieurs fois, la France a faussé les résultats des élections à la présidence de la République pour maintenir Bongo au pouvoir. Et c'est là où se trouve même justifié l'article de Jimmy Carter intitulé « Comment et pourquoi la France maintient la dictature au pouvoir en Afrique ». Voilà, donc Bongo a été ça et c'est un peu la continuité de Bongo au pouvoir aujourd'hui au Gabon. Oui, vous avez fait un rapprochement avec la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a été presque 4 fois membre du gouvernement français. Oui, Houphouët-Boigny. Et cela permettait à la France d'assurer le contrôle justement. Ils ne sont pas ministres, comme on dit, de plein droit. Quelqu'un a fait même une étude scientifique sur ça, soutenue à l'université, de la qualité des ministres africains dans le gouvernement français. Autant les Français dans le gouvernement africain étaient la première voix, autant les Africains là-bas n'étaient même pas bien comme dernière voix. Ils occupaient les postes fantoches comme ça, mais ils assuraient seulement le couloir colonial pour une mainmise sur leur territoire. Et donc, chaque fois que De Gaulle voyageait avec Houphouët-Boigny est aux anges d'abord. Et puis, parce qu'on craint De Gaulle, on craint Houphouët, parce que si tu t'attaques à Houphouët, tu t'es attaqué à De Gaulle. Et les haïdios comme ça, on était vraiment impressionnés. Donc voilà, Bongo est dans la même allure. Et c'est ça le destin de ces présidents. C'est-à-dire quand ils commencent à devenir eux-mêmes africains, brutalisés par le temps et les conjonctures, ils se sentent déçus. Bongo, président en exercice de l'OUA en 1976, s'est rendu aux Nations Unies pour demander un droit de veto pour l'OUA, c'est-à-dire de plus de 50 pays, un droit de veto. Réponse de l'instant onusienne, le droit de veto est une arme très difficile à manipuler pour être consacré aux mains des irresponsables. Le mot irresponsable a été prononcé. C'est-à-dire que pour dire à Bongo que malgré ce qu'il est là, même comme président en exercice de l'OUA, il est irresponsable et on ne peut pas lui accorder un instrument aussi précieux à la manipulation. Bongo sera fabriqué par la France. Donc ce que vous dites là, ce n'est pas le contenu de Bongo qui justifiait ça. La France manipulatrice les couvrait des titres et d'éloges pour satisfaire ses propres appétits impérialistes. Et Bongo a suffisamment joué ce rôle pendant 42 ans. 42 ans. Sarkozy a déclaré que la longueur de séjour de Bongo au pouvoir dépasse la longueur de sa vie à lui. Et qu'il avait tel âge quand Bongo était président, le voici devenu lui-même président et qu'il est même à la porte de sortir, mais Bongo est encore là-bas. Mais il est parti aussi de l'Élysée en laissant Bongo là-bas, auréolé d'autres chapeaux nouvelles. Voilà, donc il n'est pas ça pour certaines compétences. Vous ne pouvez pas aller dans la charpente administrative française et on vous dit que voici l'acte que Bongo a posé en termes de transformation. Et c'est donc des gens comme ça qu'on a fabriqué pour l'histoire de l'Afrique. Quand on étudie les raisons du retard de l'Afrique, on ne les étudie pas les personnages et donc les gens qui ont pris le pouvoir de la première génération. Alors, Ahidjo au Cameroun. Le Cameroun est même un cas singulier. On n'a que 2 présidents depuis 1960. On n'a que 2. Au Gabon, c'est au moins 3.
au moins 3 déjà, ce qui fait que, sans qu'on sache ce qui est venu neuf, il y a quand même un renouvellement de la pensée à un certain moment et une remise en cause. Et même les répétitions ne peuvent pas se faire exactement avec les mêmes gestes. Mais comme ils sont là pour protéger les intérêts de la France, c'est ça le souci permanent. Ça le souci. Mais Bongo aussi, fils, a commencé à se fâcher avec ce qui peut lui arriver si la colère n'est pas contenue. Voilà. Donc Bongo est une fabrication pure de l'administration coloniale française. Et pendant l'exercice de son pouvoir, il a agi comme tel, fidèle aux institutions de la République. Mais parce qu'il avait ce pactole en main pour lui faire du bien, entre guillemets, il était associé à la confection des listes du gouvernement dans des postes stratégiques. Donc souvent, il est consulté pour un poste de ministre de la coopération qui doit vibrer à son rythme, à lui. Et on peut lui promettre tout, tu resteras au pouvoir, on ne parlera plus de toi comme dictature, Et donc, il protège les postes stratégiques qui ont des relations directes avec le Gabon. Bon, mais en cela, la contrepartie, c'est que la France le cite en exemple de ceci et peut le lâcher comme Sarkozy l'a fait. Quand Ali Bongo a voulu bavarder, il a dit, bon, maintenant nous donnons les vrais résultats des élections. On a dit, ah bon, donc il y avait d'autres résultats dans les tiroirs, c'est ce qu'ils font un peu partout là. Donc, voilà ce qu'aura représenté Bongo pendant ce temps. Et donc, porte-flambeau d'un mouvement impérialiste à forte contenance. Et donc, l'autre pays a eu à le vanter pour lui donner l'image qu'il ne représentait pas. Et que le vrai Bongo est ce dont on va parler lors de sa succession, laissant un Gabon pauvre avec des richesses unies dans son sous-sol. Mais si vous posez la question à un enseignant, si je mets le préjugé de départ que l'élève est faible, mon travail n'a plus d'efficacité. Alors si la problématique de départ, c'est que l'enfant qui vient à l'école est déjà une insuffisance ou plusieurs insuffisances à remonter, on comprend maintenant qu'il faut travailler. Alors, on n'avait pas à décréter, par exemple, que les Gabonais sont faibles, qu'ils sont paresseux, ils sont ceci, cela, mais on peut appeler ça l'élaboration d'un diagnostic. Et maintenant, quand on a élaboré un diagnostic, s'il faut appliquer les méthodologies médicales, on va dire maintenant comment soigner le mal. Que de vouloir éviter le mal et aller solliciter les autres. C'est ça l'attitude de Houphouët aussi, qui dit que les Ivoiriens sont paresseux et il part donc solliciter les Burkinabés. Lorsque Houphouët-Boigny nomme Alassane Draman Ouattara au poste de Premier ministre, lui-même déclare, et on dira que j'ai encore nommé un étranger. Et on dira que j'ai encore nommé un étranger. C'est même cette phrase qui a donné la conviction qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien de souche et a développé l'idée de l'ivoirité qu'on a utilisée pour lui barrer la route de la présidence. Et si cela reste comme tel, beaucoup d'Ivoiriens pensent aujourd'hui qu'ils ont comme président un Burkinabé, c'est-à-dire que ce n'est pas un gars de la souche. Et donc les Bongos ont promené ça comme parole. Et ils sentent qu'à un moment donné, ça a été un deal entre Aïdjo et lui pour que quelques Camerounais descendent vers là-bas pour aider à la construction du pays. Et nous, on a les informations que dans certains coins de ce pays, ce sont les Bamileke du Cameroun qui ont enseigné aux gens à cultiver. Mais dans ce même pays, j'ai eu un ami qui venait de l'extrême nord et qui dit qu'ils ont commencé à savoir que la tomate pouvait pousser chez eux quand on a envoyé un fonctionnaire Bamileke dans le coin et le gars a cultivé. On a dit merde,
Donc notre sol peut produire quand même quelque chose. Et bon, alors Bongo est dans ce système. Et on dit que c'est à partir du système Bongo que Ahidjo adopte le slogan selon lequel avant le pétrole, il y avait l'agriculture et après le pétrole, il y aura l'agriculture. Pour dire aux Camerounais que quelles que soient les richesses issues du monde pétrolier, ce qui est bon, c'est ce que votre estomac consomme chaque jour. Et c'est à l'origine de ça qu'il va lancer les comices agro-pastorales et vendre l'essentiel de ses produits sur le marché gabonais. Les gars ne connaissant que le pétrole comme ressource financière. Pourtant, ils sont dans une zone forestière dont le sol présente toutes les caractéristiques permettant de développer une agriculture fantastique. On les a embrigadés dans la bureaucratie, le gain facile, absence de travail et autres. Ça va permettre une mainmise accélérée de la France dans la gestion du pays. Parce qu'on va continuer à mettre dans leur tête qu'ils sont eux-mêmes incapables. Ils vont finir par valider eux-mêmes qu'ils sont incapables et justifier que ceux qui en ont les moyens viennent donc exploiter la richesse du sous-sol, qui est une recherche en termes de formulation développée depuis le haut 19e siècle. À la limite de mon savoir et par rapport aux thèses développées dans l'ouvrage auquel j'ai fait référence depuis les affaires africaines de Pierre Péan, en fait, il finit par conclure ce qui est contenu dans votre question. C'est-à-dire que les éléments fondamentaux de la puissance de Bongo, c'est les sectes. Ce n'est pas sa capacité à manager. Comprenez, donc la force vient d'ailleurs et il est le point de cristallisation de ces influences-là et peut donc, entre guillemets, mater tous ceux qui ont des velléités de soulèvement et autres comme ça. Donc il a cette capacité-là. Les sectes, oui, jusqu'à l'heure où nous parlons ici autour de ce micro, les sectes ont encore une place privilégiée dans la gouvernance africaine. Il y a même des émissions qui passent parfois à DBS où les gens supposés connaître le fonctionnement en parlent, n'est-ce pas, les Illuminati, les réseaux mafieux comme ça. Moi, je n'aime pas compétent parce que ma formation, c'est pour parler des faits. Mais tout à l'heure, je vous ai évoqué cette nuance des gens qui lavent les pieds comme symbole de soumission. Non seulement ils lavent, mais ils boivent l'eau issue de ces saletés. Pour que ça fixe dans votre esprit que vous êtes comme ça le produit de mes saletés. Donc vous n'avez même pas de capacité de formuler une question de personnalité, vous n'en avez pas. Or, il semble que beaucoup de chefs d'État africains sont dans cette loge-là. Parce que leur politique n'est pas de persuader les citoyens de la bonne gouvernance de telle ou telle chose, mais d'être craint. Pas d'être aimé, d'être craint. Et n'ayant pas des arguments scientifiques à développer une politique cohérente, quand on craint, il n'y a pas de débat. On raconte au Cameroun un journaliste qui est même encore en vie, du nom de Jean-Vincent Tinéon, qui en son temps était l'un des meilleurs. Mais lors d'un voyage de Ahidjo, il est plutôt dans l'équipe de journalistes qui attend l'arrivée d'Ahidjo à l'aéroport. Il a posé une question à Ahidjo, Ahidjo n'a pas bien compris et il a bredouillé une réponse parce qu'il ne pouvait pas demander qu'on répète la question et la réponse proposée fut totalement hors sujet. Pendant qu'Ahidjo quitte l'aéroport, le code est connu, le journaliste prend la direction de la prison. Mais au sortir de cette prison, Ahidjo en fait le journaliste qui désormais l'accompagne. C'est plus lui qui lui pose des questions,
il est chargé maintenant de le vanter. Et donc, à chaque voyage de Ahidjo, il était en mission aller-retour. Et c'est lui qui, à la radio, maintenant, devait parler et grossir l'événement. Malgré tout, on a retrouvé les noms d'Ahidjo dans les sectes, qui était probablement le seul coup droit possible de leur donner cette puissance-là et d'assurer la mission de prolongement de l'administration coloniale. On a cité des exemples des gens qui, fatigués de jouer ce rôle, ont tenté la rupture avec les conséquences qui en ont découlé. C'est-à-dire ce sont des règles, quand vous les violez, vous savez vous-même à quoi vous exposez. Tant et si bien que les gens sont tellement prisonniers de leur idée que même changer de secte devient un problème. C'est la base du recrutement. Aujourd'hui, nous avons vécu à l'université à un moment donné où il y avait projection de cela parmi les étudiants pour fabriquer les prochains gouvernants de demain et donc reproduire la race, comme on le dit souvent. Donc les Bongos ont été habités de ça, c'est bien et largement développé dans le livre de Pierre Péan. Et on a l'impression que ceux qui gouvernaient n'étaient pas seulement la masse de chair qu'on voit là, les forces centrifuges venaient d'ailleurs pour alimenter le corps charnel et assurer, j'allais dire, un laissez-passer de tout faire et de la dictature sur leur peuple et sur leur territoire. Oui, ce discours a couru et comme je t'ai dit, ce n'est pas mon champ d'activité, mais ce discours a couru puisque le même type de discours on retrouve dans d'autres personnalités et qui s'inscrivent dans les conditionnalités du secte. Hein? C'est-à-dire que pour être puissant, tu dois coucher avec ta fille, tu dois coucher avec ta mère, tu dois... Même pendant que j'enseignais, j'ai vu un garçon, un petit garçon comme ça devenu brutalement riche, il était policier, brutalement riche, c'est-à-dire qu'il entre à la police par les voies non très officielles, en 3 minutes, 3 secondes, il change les voitures comme les robes, et en 3 autres minutes, il devient le mari de sa mère. C'est quand il est sur la route Douala Bafoussam, Douala Tchang, je veux dire, qu'il trouve la mort. Le malaise qui le prend laisse quand même le temps qu'on le conduise à l'hôpital. L'infirmier qui l'a accueilli a fait le témoignage le jour de ses obsèques en disant « Je veux restituer à l'histoire, sinon je ne vais pas bien dormir. Je veux restituer à l'histoire les derniers moments de vie de ce garçon qui est couché ici. Sinon j'aurai la censure de l'histoire. » Et on a dit « Parle ». Il raconte donc dans quelles circonstances on l'a accueilli à l'hôpital. On a commencé à administrer les soins, disant qu'il y a surménage, donc on donnait à son malaise des causes naturelles connues. Mais pour se rendre compte après, à partir de ses propres déclarations, qu'il n'était pas dans le sujet. Parce qu'à l'heure où il meurt, le discours qui sort de sa bouche, c'est oui, non, mais j'avais promis, non, j'avais promis. Non, pourquoi tu me gifles, non? Et il est sur le lit seul. Et il crie tout ça. Non, j'ai dit, ils sont en route, ils viennent. Ils sont même 2. Tu m'avais demandé 1, mais j'ai vu que, au même moment, les 2 enfants qu'il avait été malades dans les mains de la mère. On a fait ce genre de rapprochement-là. Et à l'heure de mourir, il a craché le sang sur le mur. Ceux qui interprètent ça, on dit que bon, c'est l'hémorragie qu'aurait provoqué la bastonnade, que les yeux des non-initiés ne pouvaient pas voir. Et donc je dis tout ça pour dire, c'est possible, tout ça est resté, et c'est pour ça que moi personnellement, je n'entre pas dedans. Et je dis que les gens de ce milieu se reconnaissent dans ce genre d'histoire. Sauf qu'il y a toujours une petite bizarrerie dans la manière dont ces gens-là terminent.
hein, une petite bizarrerie. On a à l'époque associé même le mariage de la fille dans cette histoire. On a raconté cette chambre qu'il ne fallait pas ouvrir et qu'on a ouvert pour voir donc justement ce qu'on a vu. Et parce qu'on a vu et que ce n'était pas à voir, les gens ont su, ceux qui étaient proches ont su, en voyant même Bongo marcher sans être malade, savaient à quelle heure pratiquement il va mourir. Parce que semble-t-il, les fautes là-bas ne se tolèrent pas. Et donc ce discours a eu cours. Mais en revenant dans la vie passée de Bongo, on arrive à la conclusion que c'était possible. C'était possible que cela soit de cette manière-là. C'était possible que pour tant de puissance, pour un homme qu'on a vu fabriquer, c'était possible qu'il ait eu besoin de soutien aussi sordides que les sectes pour gouverner le Gabon pendant 42 ans. Si on est sévère, on va dire rien. Parce que quand vous écoutez le discours de campagne d'Ali Bongo et qui dit on va construire les écoles encore à tel endroit, mais on se pose donc la question parce qu'un gars comme ça devait croiser les pieds et manger, parce que comme nous avons dit tout à l'heure, 275 000 km², moins de 2 millions d'habitants, mais en 42 ans on aurait mis la prospérité à portée de la main de chaque citoyen. Vous savez comme moi que le travail accompli au cours de ces 7 dernières années n'a pas pu résoudre tous les problèmes. Ça n'a pas pu résoudre tous les problèmes auxquels notre pays est confronté. Toutefois, dans de nombreux domaines, nous avons fait un grand bond vers l'avant. Ces dernières années, nous avons en effet construit de nombreuses infrastructures routières. Celles-ci nous permettent aujourd'hui de circuler beaucoup mieux dans le pays. Elles permettent aussi de faciliter le lien social, car nous pouvons désormais rendre visite à nos familles dans l'arrière-pays beaucoup plus facilement que par le passé, et ceci à moindre coût. Elles permettent également aux commerçants de transporter leurs marchandises de façon plus rapide et plus aisée. La construction de ces infrastructures a également permis de créer de nombreux emplois à travers le pays. Donc si le successeur immédiat vient dire nous allons encore construire les écoles, ce n'est pas pour sa prouesse à lui, mais c'est pour avouer l'échec du régime précédent. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce discours. Si tu viens 42 ans plus tard et lui-même n'est pas âgé plus que 43 ans, hein, ça veut dire que pendant tout le temps que son père était au pouvoir, il n'a pratiquement rien fait. Et c'est par là que certains turférets du Cameroun vantent leur pays, non? Que, vous voyez, un président à 42 ans au pouvoir pour gérer moins de 2 millions d'habitants, il y a encore tellement de déficits. Ici, nous sommes 20 millions, il y a les routes, Douala et le Petit Paris, Yaoundé et la Suisse de l'Afrique noire, machin comme ça. Là. On s'appuie sur des données comme ça qui nous éloignent de la réalité locale. Donc, la conclusion que je donne là-bas, c'est que, en fait, les préoccupations du gouvernement gabonais aujourd'hui constituent la meilleure fiche de lecture de l'action que Bongo a menée au pouvoir. Il y a encore beaucoup de déficits et donc beaucoup de choses à refaire. La famine est au cœur. Maintenant, les Gabonais commencent à apprendre à cultiver pour manger. Aïdjo a utilisé contre le Gabon l'arme alimentaire. À partir d'un match de football, FC 105 de Libreville contre Union de Douala, finale d'une coupe quelconque. Et le Gabon est déterminé à ramener le trophée à Bongo. On est à Douala, l'Union s'est assuré un bon score là-bas. Au retour à Libreville, sur le stade. Pour un petit jeu comme ça, un joueur gabonais s'écroule et son camarade qui est venu voir se retourne et met les mains sur la tête. La population interprète qu'on a tué le joueur et la population envahit le stade et tape les joueurs camerounais. Comme ça ne suffit pas, on part encore au quartier, on les tape avec le slogan « Rentrez chez vous ».
Vous nous avez trop envahis et exploités comme ça. On dit que les gens sont rentrés sans chaussures aux pieds, sans culottes, et sont partis directement voir Ahidjo à la présidence pour dire voici dans quel état le gouvernement de Bongo nous a mis dehors. Et Ahidjo a dit quoi? Racontez-moi encore. Ils ont fait le récit. Et il a dit il va voir. Premièrement, tous les camions de vivres à la frontière à Ambam, arrêtez. Le gouvernement va vous payer le contenu en cas d'avarie justifiée. Mais ça va affamer les Gabonais. À partir de cet instant, les vivres commençaient à maigrir sur le marché. Pendant que vous êtes devant là pour dire hey, comment 4 macabos à 5 000? Quelqu'un par derrière arrive, les cas là c'est combien? On dit 6 000, il prend. Alors que vous étiez encore en train de discuter ça à 5 000. Au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, le Gabon avait faim. Et on est parti souffler dans les oreilles de Bongo que les vivres qui alimentent le marché gabonais sont stoppés dans les camions à la frontière du Cameroun. Bongo a ramassé les sacs et a mis aussi dans l'avion. Et on entend un communiqué au Cameroun sur invitation de son Excellence Amadou Ahidjo. Bongo va effectuer une visite officielle au Cameroun tel jour. Le gars venait chercher les macabos à manger, il n'y avait pas de visite officielle. Et donc pendant qu'on fait le théâtre au palais, on est en train de charger les sacs de macabos quelque part. Dès que c'est fini, la visite officielle s'est arrêtée. Certains disent que c'est même à partir de là que Bongo a commencé à voir si sa population peut faire le premier sion pour récolter quelque chose. Mais Ahidjo avait donc utilisé l'arme alimentaire contre le Gabon pour l'affamer. Et Bongo, en quittant le Cameroun, a promis de dédommager les Camerounais, quelle que soit sa classe sociale. Et comme certains savent le faire, ils sont devenus de nouveaux riches, partant de pauvres qu'ils étaient, parce qu'ils ont inventé tout ce qu'on a détruit. Il n'y avait pas de statistiques, d'enquête et tout ça. Camerounais venu du Gabon a fui, oui, on répare quelque chose. Et ça lavait un peu le cerveau de Bongo. Mais pour vous dire que ça a été même dans notre diplomatie quelque chose de ce genre. Bongo va être l'ami de Paul Biya lorsque Ahidjo quitte le pouvoir. Le rapprochement entre les deux sont qu'ils sont dans la même ère culturelle. Donc ils se parlent sans utiliser la langue française. Ils se parlent entre eux. Un jour à l'aéroport de Yaoundé, les journalistes approchent Bongo, qui est président en exercice de l'OUA, et l'interroge sur les faiblesses de l'OUA. Et cette faiblesse, on trouve ça dans le coup d'État qui ne cesse de se répéter. Et alors la question est posée, est-ce que l'OUA ne peut pas interdire l'entrée au sein de l'OUA des chefs d'État qui sont arrivés au pouvoir par le coup d'État? Bongo regarde Paul Biya et se regarde. Et il rit. Et il demande aux journalistes, et il restera qui? Si nous excluons ceux qui sont arrivés par le coup d'État, il restera qui? Et il répond, mon frère et moi, pour dire qu'ils sont les deux seuls présidents au sein de l'OUA qui ne soient pas arrivés au pouvoir par le coup de force. Bien, mais la différence arrêtait là, parce que lui, il était plus sévère qu'un président issu d'un coup d'État militaire, en raison de tout ce qu'il mettait en manœuvre. Les Bongos font partie de ce qu'on dit que le Gabon est un régime militaire à visage civil. On le dit même pour le cas Cameroun aussi, c'est-à-dire que le régime est militaire dans le fond et civil parce que le gars qui est au palais est civil. Mais le régime est très dur et Bongo a été ça. Donc voilà un peu ramassé. Alors qu'est-ce qu'on retient de lui? Il a été un petit dictateur au sens propre du terme, qui s'est très peu soucié du développement de son pays. Et nous ne prenons là que ce que nous avons dit et qui sont les faits. Superficie 275 000 km². Donc, on peut parcourir ça en une journée. 2. Un sous-sol extrêmement riche.
qui pourvoient de la richesse, confisquée par la famille Bongo. Cela se traduit par la pénurie à l'école, par la pauvreté ambiante de la population locale. Le livre de Pierre Péan cite toutes les sociétés où la famille Bongo était actionnaire par le truchement de la France. Voilà. Et donc, trop repliés sur eux, ils ont tout bouffé seuls. Le Gabon est à reconstruire. Et Ali Bongo a fait tellement de promesses de reconstruction que, comme je vous le dis, ce n'était plus pour se vanter, mais ça contribuait à faire une lecture négative du séjour de son père au pouvoir. Par rapport à la possibilité de s'en sortir, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle généralement les mutations. Il s'agit de corriger un passé, mais est-ce qu'on peut corriger tout un passé d'un peuple? Ça prend aussi du temps. Et donc, ça dépend des stratégies qu'il faudrait mettre sur pied. Et cette stratégie table sur une chose, la bonne évaluation de ce qu'on veut corriger. La bonne évaluation de ce qu'on veut corriger. Moi, enseignant, les preuves que je propose à certains objectifs. Il s'agit de vérifier si l'élève connaît ceci, cela. Et si maintenant la copie que l'élève me présente n'est pas propre, propre ici veut dire avec des bonnes réponses et tout ça, il faut que j'évalue sur deux plans. Est-ce que j'ai fait une bonne communication? L'élève peut échouer parce que l'enseignement au point de départ n'était pas bon. Oui. Surtout quand on enseigne dans les classes d'examen, c'est-à-dire où on ne sera plus seul à évaluer le produit, vous formez, mais c'est d'autres qui vont évaluer. Il faut savoir se remettre en question et en cause. Bien. Et deuxièmement, maintenant, on n'a pas de garantie que les mutations à opérer atteignent ces objectifs. Un de mes supérieurs disait que, il disait, mais j'ai vu le fait. Le fait étant que j'ai vu quelqu'un mourir d'indigestion alors qu'on lui a donné la nourriture pour le nourrir parce qu'il avait faim. Mais la qualité de la nourriture, l'heure de prendre de la nourriture, le genre de tout ça, ça a plutôt provoqué sa mort. Vrai. Vrai. Quand on l'a amené à l'hôpital, on a décrit le contexte et le médecin a mis le doigt sur le ventre, les macabos non digérés sortaient. C'est ça qui a fatigué le corps. Le corps n'avait plus l'énergie nécessaire pour broyer cette quantité, cette qualité d'aliments. Si on peut ramener ça maintenant à la formation humaine, il faut éviter ce que Césaire appelait le gigantisme. On parle du gigantisme césarien et qui est assez bien formulé dans l'interrogation de Lumumba, qui dit dans la pièce théâtrale Une saison au Congo, il dit: savez-vous combien de temps j'ai à remonter 50 ans d'histoire? 3 mois, monsieur. Je vais faire de la poésie sur tes côtes. À la demande de Lumumba, le gouvernement belge a accepté de fixer au 30 juin 1960 l'indépendance du Congo. C'est foutu. Un gouvernement de traîtres nous brade notre empire. Vive Lumumba! Vive Lumumba! Il paraît que je suis exigeant. Et puis aventureux, casse-cou, que sais-je? Oui, c'est ça. Il paraît que je vais aller trop vite. Eh bien, bande de limaçons, oui, il faut aller vite, il faut aller trop vite. Savez-vous combien j'ai de temps pour remonter 50 ans d'histoire? 3 mois, monsieur. Et vous croyez que j'ai le temps de ne pas aller trop vite? Je souhaite, quoi qu'il arrive, que vous n'ayez pas à payer un jour trop cher le prix de votre imprudence et de votre impulsivité. « 50 ans d'histoire, il veut corriger ça en 3 mois. Il y a là un gros décalage entre l'intention et la réalité. On ne peut pas, quel que soit notre génie. Et c'est pour ça qu'on dit que quelle que soit la puissance même de Jésus, les gens quand même, en interrogeant ce qu'il a créé ou de Dieu, on trouve quand même qu'on aurait pu faire certaines choses autrement si c'est à refaire. Si c'est à refaire. Donc, alors si donc Dieu, on critique quelque chose sur Dieu,
malgré tout la doctrine chrétienne, a plus forte raison pour l'homme qui est faillible dès le départ. Dès le départ. Et donc, le Gabon peut s'en sortir. Demain, on peut poser, pas demain, aujourd'hui, on pose la même question pour le Cameroun. Chaque pays ayant des objectifs à atteindre. Donc, le Gabon peut s'en sortir par la qualité humaine, par la négociation de l'évolution du temps. S'il y a une même mise française, est-ce que l'histoire pourra permettre, à travers certains hommes chargés de gérer l'affaire, corriger certaines tendances? Il semble que de manière globale, le ton qui monte est un autre ton à la reconversion pour pouvoir dire que trop c'est quand même trop. L'heure est venue de la prise en charge de nous-mêmes par nous-mêmes. Et donc si c'est cette problématique qui est développée, un jour, le ciel pourra permettre que le Gabon s'en sorte. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci.